Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, c'est parti pour 52 minutes, c'est notre dernière émission. Un grand merci à vous d'avoir été fidèles au quotidien. Nous vous proposerons dès la rentrée, dès le 7 janvier, un nouveau magazine. Allez, pour l'instant, pour finir en beauté, nous avons préparé une émission exceptionnelle. 11 chroniqueurs sont réunis sur le plateau, c'est notre grande famille qui se trouve ce matin presque au complet. Allez, d'abord on commencera par Gwendoline Brahim qui posera la question qui fâche. Faut-il dire la vérité aux enfants sur le Père Noël? Eh oui, on y répondra tout à l'heure. Avec nous également Justine Lemoine, notre spécialiste mode. Une fois n'est pas coutume, c'est bientôt Noël. Justine a opté pour une tenue un peu kitsch. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. Notre guide Pierrick Gaveau nous emmènera quant à lui à Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, une petite commune qui s'illustre chaque année à Noël, qui revêt ses plus beaux atours. Virginie Jourdan nous parlera des sauveurs de sapins. Christelle Molina nous a sorti de ses archives de l'INA un joli reportage tourné en 1965. On y évoque les jouets d'antan. Le conservateur François Coulon nous en dira plus quant à lui sur le mystérieux tableau star du Musée des Beaux-Arts de Rennes, le nouveau-né de Georges de la Tour, dont les origines restent très mystérieuses. Quant à Sébastien Nou, notre expert en recrutement, il nous proposera des idées de job pour Noël et particulièrement une offre d'emploi insolite dans le Finistère. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Ils auront chacun 3 à 4 minutes, tous nos chroniqueurs, et pas vraiment plus. Catherine sera là en maître du temps pour sonner la fin de la récré. Et puis Billy, notre trublion, sera là aussi en plateau. Il nous dira, parmi toutes les expériences qu'il a vécues, laquelle a été la plus riche en émotions. Et puis on n'oublie pas évidemment Sylvie Denis qui sera en duplex en direct depuis Quimper à l'occasion du déménagement de nos confrères de France Bleu Brésil dans leurs nouveaux locaux et de leur opération Noël Bleu avec le Secours Populaire. Voilà, ça fait un menu sacrément riche. Et on va aussi parler de météo, bien entendu. Ma chère Catherine, comment ça va? Ça va bien et vous? Vous avez limite la petite larme à l'œil. Oui, presque. Dernière émission ouais. Quand même. Ah, mais la météo, ce sera une météo un peu bigou sur la Bretagne. Vous allez voir. Un côté rose, un côté jaune. Ah non, ça c'était les Malabars. Gris et jaune, c'est pas faux. Alors à l'ouest, on a des nuages et de la douceur. Ouais. Et à l'est, on a plutôt du froid et du soleil. En tout cas, dans les deux cas, c'est un temps d'hiver, un temps à rester au chaud. C'est un temps à nous regarder et à nous écouter. Vous restez avec nous, 9h50 le matin, Bretagne, la dernière. C'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée, en cette dernière émission de 9h50 le matin à Bretagne. On est un petit peu émus, mais on est aussi très contents, évidemment, de vous retrouver. Bonjour Pierrick. Bonjour. Vous êtes beau avec votre chapeau de Noël, magnifique, avec votre bonnet de Père Noël. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Magnifique pull. Bonjour Justine, magnifique pull aussi. Et bonjour Billy. Bonjour Laurent. Oh, on n'est pas habitué à vous voir là, c'est super de vous avoir avec nous. La dernière fois j'étais arrivé en retard, maintenant j'étais à l'heure aujourd'hui. Là on imagine que vous n'avez pas dormi de la nuit. Non, c'est sûrement vrai d'ailleurs. J'étais stressée. Allez, la famille de la matinale de France 3 Bretagne, vous le voyez quasiment au complet ce matin, vous verrez ça tout au long de l'émission. On a une petite pensée bien sûr pour les absents. Karl, Aurélie, Olivier, Sabine, Stéphane, Maëlle, Adélaïde, Hugo et Geoffroy. Et puis maintenant, roulement de tambour, éloignez les enfants de cet écran. Il va se dire des choses insoutenables avec Gwendoline. Gwendoline, petite question. Faut-il dire la vérité aux enfants sur le Père Noël? Alors, on va voir ça, Laurence. Alors, quand on parle de Noël, on a souvent la dimension religieuse un peu plus traditionnelle et puis l'aspect commercial. Alors, qu'on soit à fond et mordu de contes de Noël ou plus dans la course aux cadeaux, quand on a des enfants, on a souvent un petit personnage comme ça qu'on ne peut pas trop y couper, c'est le Père Noël. Alors, la question qui perdure, c'est est-ce qu'on fait croire aux enfants à cette histoire du Père Noël? Souvent, on peut difficilement y couper, même si on est contre le mensonge du vieux bonhomme. Dans la cour de récré, il se raconte des petites histoires, donc les enfants, généralement, plongent dedans. Puis bon, quand on est un enfant, on aime croire aux jolies histoires. Bon, on aime y croire même jusqu'au bout. Hein. Même quand on n'y croit plus trop, on fait encore croire qu'on y croit. Oui, voilà, exactement. Même adulte, on aime bien voir les jolies illuminations de Noël et puis recevoir le cadeau qu'on a tant espéré. Alors, les histoires pour les enfants, ça fait partie vraiment de l'enfance. On a la petite souris, le marchand de sable, on a plein d'histoires comme ça. Que des arnaques. Voilà, ce ne sont que des arnaques, mais ça rend l'enfance beaucoup plus magique. Donc, ce sont des très jolies histoires qu'en tant qu'adulte, on aime aussi raconter. Et voilà, ça fait partie comme ça du partage avec l'enfant, de la transmission. Et puis, il faut savoir que ces histoires-là font aussi partie, ça aide les enfants à grandir. On a des métaphores, comme dans Pierre et le loup, il y a des petites histoires, comme ça, des petites morales. Et voilà, ça fait
Et ça aide les enfants à grandir, à appréhender doucement le monde réel. Il faut se rassurer, on ne croit pas au Père Noël toute sa vie, même si on aimerait bien. Eh bien non, Laurence, voilà, je suis moi, désolée. j'y crois encore. Oui, moi aussi, j'y crois encore. Évidemment, je fais ma liste. Tout n'arrive pas toujours. Bon, voilà. Vers 9-10 ans, en général, les enfants arrivent à un âge charnière où ils passent comme ça dans le monde ce qu'on appelle réel. Et généralement... Et là, c'est le drame. Non, mais pas tout le temps. Souvent, les gens, ils disent « Ouais, mais non, c'est un mensonge. » Voilà, quand on leur dit la vérité, ils sont complètement démunis. Mais pas tout le temps. Vous avez qu'à voir les enfants, souvent, quand on leur dit comme ça que le Père Noël n'existe pas, ils sont un peu fiers. Ils disent « Ah, ça y est, je passe dans le monde des adultes. Moi aussi, je vais pouvoir faire croire aux plus petits que le Père Noël existe. » Et en général, ils le disent pas forcément. Peut-être quand ils sont entre copains comme ça pour dire aux petits. Mais quand vous demandez à un grand de dire à son petit frère ou sa petite sœur, voilà, lui préparer un petit peu cette surprise de Noël, en général, ils rentrent dans le jeu et ils ne disent pas que le Père Noël n'existe pas. Alors, on a aussi des... Alors, certains qui décrivent aussi le Père Noël comme le privilège de l'enfant roi. Voilà, le privilège de l'enfant roi. Qui ferait la liste de toutes ses exigences. Exactement. Alors, moi, j'aimerais, ça n'a jamais fonctionné. Faut quand même se rendre à l'évidence. Donc, l'enfant ne va pas faire une liste en feuilletant les cadeaux de Noël. Bon, voilà, bien sûr qu'il va mettre ce qu'il espère. Mais Noël, c'est aussi un temps de partage, un temps en famille. On fait les grands repas. On a le plaisir d'offrir des cadeaux à ses amis, à la famille et aux enfants. Et c'est aussi quelque chose d'important. Alors, si on a peur un peu comme ça que l'enfant pense que c'est un dû pour lui les cadeaux, on peut mettre l'accent sur ce moment de partage et dire à l'enfant, bah voilà, Noël, c'est le plaisir d'offrir aussi autant que de recevoir. Alors on peut lui demander, par le biais d'associations, on en aura beaucoup pendant le mois de décembre, l'enfant choisit un jouet dans sa chambre, quelque chose qui n'est pas usé ou quoi que ce soit, un jouet même qui lui plaît parfois, et peut l'offrir à une association qui va reverser, qui va reconditionner les jouets et les redonner à des enfants hospitalisés ou à des familles qui sont un petit peu plus en difficulté ou des orphelinats à l'étranger ou en France. Et ça permet comme ça de prendre conscience de l'acte d'offrir, le plaisir d'offrir, ou même offrir un cadeau au petit frère, à la petite sœur, à un ami, qu'il n'y a pas que le Père Noël et ce cadeau qui serait dû. Mais bon, ça reste quand même une jolie histoire. Et puis, les voir offrir leurs cadeaux, déballer les cadeaux avec les yeux qui brillent, c'est quand même plus important que de se dire est-ce que vraiment, vraiment, c'est beau de mentir à un enfant. Merci Gwendoline. Vous vous souvenez les uns les autres du moment où vous avez appris ou compris que le Père Noël n'existait pas? Eh ben, je viens de devenir grand. Je viens d'apprendre que... Voilà, je suis désolée Pierrick. J'ai tout brisé. Mince. Bon, désolée Pierrick. Moi, c'était la veille de Noël et en fait, j'entendais le Père Noël qui était en train de faire les paquets cadeaux dans une petite pièce quand je dormais avec mon frangin dans le lit. Et mon frangin m'a dit « Ah non, en fait, c'est les parents, le Père Noël. » Désespoir. Quelle horreur. Quelle horreur. Justine. Non, moi, je me souviens plus de ce moment-là. Ça vous a pas marqué? Non, pas trop, non. Bon, parce que peut-être que vous croyez encore au Père Noël. Et puis j'ai toujours des cadeaux, donc pour l'instant, ça va. C'est pas mal. Non, je suis contente. Alors, vous êtes notre conseillère mode et vous aussi, vous vous êtes mise au diapason de Noël. C'est ça. On devine quelque peu le thème de votre chronique. Alors justement, on va commencer par une vous avez vu, devinette. On est pas mal, on a fait des efforts. Justement, ça va être cette petite devinette, vous allez y répondre. Je suis de saison, forcément, je suis souvent en laine, je suis un peu kitsch et effectivement, on en a un petit peu tous autour de soi. Je suis en saison, je suis en laine, je suis un peu kitsch. C'est pas la productrice de l'émission? Non. Alors ça va se payer très cher, Milly, je pense. Je me lâche, c'est la dernière. Vous avez raison. Voilà, bien sûr, le pull de Noël. Bah oui, c'est l'accessoire mode tendance en ce moment et c'est complètement de saison. On en trouve partout dans tous les magasins et c'est vrai qu'il fallait forcément en parler. C'est ça qui est important justement, de pouvoir parler de ce fameux pull de Noël. Pour le porter, il y a quand même encore deux écoles, les timides et les plus téméraires. Alors quand on est un peu plus timide, on va plus aller sur l'idée d'un jacquard, un peu le vieux pull de montagne. Et puis pour les plus... Mais je suis pas timide. Mais il est très bien. Il est très bien, il est coloré, il est la version parfait. sage et timide. Voilà. Mais c'est le côté plus soft, où je peux le porter finalement au quotidien même. Et puis il y a le côté effectivement un peu plus too much. Alors voilà. Donc prenez l'exemple de Billy, où effectivement il y a des reines. À mettre en rendez-vous pour un prêt bancaire. Tu le gardes juste pour le mois de décembre en fait, juste pour les fêtes pour le coup. Oui. C'est là, je te le conseille en plus. Enfin moi ça me va bien. Oui, c'est très. Tout me va. Il y a un petit côté sympa, original, donc il faut conserver. Mais voilà, effectivement, ces pulls-là, si on a envie d'être un peu sympa et jouer le jeu, il ne faut pas hésiter à avoir des paillettes, du sequin, des rennes, des boules. Et puis même, il y a même des guirlandes lumineuses justement sur les fameux pulls. Oh là là. Donc c'est assez sympa. Il y a quelques petites photos qu'on peut voir sur les pulls qui vont être
métables, entre guillemets. Alors, les pulls métables. Voilà. Vous considérez comme métables. Alors, métable, c'est-à-dire qu'il passe un petit peu partout et qu'on peut même justement le faire en duo. Je trouve que c'est assez rigolo avec son enfant ou avec son chéri aussi également. Donc là, chéri, ça a un petit côté too much, mais c'est pas très pratique pour manger en plus le soir. Mais bon, c'est rigolo. Donc voilà, ça c'est le côté du oui. Ah bah on est jusqu'au bout en duo, quoi. Là, c'est... Donc ça, c'est le côté un peu sympa à deux. Et puis après, effectivement, il y a des petites choses qui vont être plus sympas, faciles à porter au quotidien. Notamment avec ce monsieur, je trouve que c'est assez rigolo, ce pull un peu près du corps comme ça. Oui, j'ai pensé à toi quand je l'ai choisi. Je me suis dit, ça va te plaire. Ça, c'est assez rigolo aussi avec des messages, ça se fait beaucoup maintenant, les suites à messages. Je trouve que c'est assez sympa, c'est assez sobre et facile à remettre derrière aussi. Et alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, ça c'est mignon. Toujours dans cette idée de pull de montagne. C'est très mignon. Un peu jacquard, juste avec les épaules un peu dévoilées, très féminin. Et puis effectivement, après, il peut y avoir des choses un petit peu plus trash, un peu plus kitsch. Le kitsch. Alors montrez-nous. Ouais, ça c'est rigolo, le petit cerf. Mais voilà, c'est propre au mois de décembre, c'est propre aux fêtes de Noël. Vous n'allez pas le mettre au quotidien parce qu'après, c'est un peu vite fatigué, quoi. Dans Bridget Jones, ils auraient adoré, vous voyez. Et ben voilà, ça vient de là en fait, le pull de Noël. C'est effectivement avec, je ne sais plus exactement son nom, mais c'est... Marc, voilà, on sent la qui est très très fière de son pull. Exactement, et ça s'est complètement démocratisé en fait depuis Bridget Jones. Exactement. Alors surtout dans les pays un peu anglo-saxons, effectivement c'est un peu plus timide chez nous, mais ça arrive de plus en plus. Mais effectivement c'est des véritables traditions. Ah oui, c'est ça. Et notamment dans les magasins, dans toutes les collections, même les plus abordables, vous avez ce petit pull de Noël qui est très sympa. Comment on peut le porter, on va dire? Effectivement, vu qu'il est chargé, forcément, on va essayer de le porter un petit peu plus sobrement. On va essayer de alors pour les femmes, effectivement, c'est plus d'essayer avec une jupe en cuir, une jupe un peu plus près du corps. Essayer d'être très sobre, en fait, au niveau du bas. Et puis pour les hommes, il y a le côté aussi pantalon un petit peu plus jean ou un pantalon chino, une coupe droite, mais toujours neutre au niveau de la couleur, vu que forcément, le pull de Noël, c'est très chargé en couleur et en motifs. Alors, où acheter son pull de Noël? Quand même, question essentielle. Partout. Aujourd'hui, c'est vraiment dans tous les magasins abordables. Alors, il y a un peu plus de modèles sur Internet, vraiment avec des trucs un peu sympas. Effectivement, en boutique, il va y avoir 2-3 modèles. Mais aujourd'hui, vous allez dans des enseignes très connues et très abordables et vous aurez toujours un pull de Noël. Est-ce qu'il y a une journée internationale du pull de Noël? Oui. C'est pas vrai. Il y a un vrai salon et il y a une vraie journée, c'est le 21 décembre. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui jouent le jeu et demandent à ce jour-là, en fait, de venir avec son pull de Noël. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ça apporte, c'est un petit côté festif qui est sympa. Il faut savoir jouer le jeu. Et je trouve que c'est assez rigolo. Et même pour la petite anecdote, le musée de cire, en fait, à Londres, Madame Tussaud, qui est très connue, a justement ajouté comme on peut voir sur les images, à la famille royale des pulls de Noël très kitsch. La reine mère. La reine mère. Mais je trouve ça trop sympa et de jouer le jeu, c'est quand on est en famille, quand tout le monde joue le jeu, même quand nous on est arrivés, on regardait tous nos pulls. Je trouve que c'est trop chouette. C'est très rigolo, c'est un côté ultra convivial. Exactement, je trouve ça sympa. Merci Justine Véran. On va voir si Sylvie Denis a joué le jeu du pull de Noël. Peut-être pas. Sylvie, on va vous retrouver en direct de Quimper. Je ne sais pas si vous avez... Je suis sûre que vous avez un très beau pull de Noël chez vous. Sylvie. Bonjour Laurence, bonjour. Alors à la maison évidemment, vous imaginez bien que j'ai des piles de pulls de Noël. Pour être un peu raccord avec Noël, j'ai juste sorti le nez rouge en fait. Mais ça c'est dû aux températures un peu fraîches de Quimper, où je vous retrouve aujourd'hui. On est en direct autour d'un bon petit café. Alors la tasse n'est pas proportionnelle au studio de France Bleu Brésisel, puisqu'ils ont un très beau nouveau studio, un nouveau plateau de près de 800 mètres carrés qu'on va aller visiter. Je vous emmène. Ils sont installés sur les bords de l'Odé. Et pourquoi est-ce qu'on vient découvrir ce studio aujourd'hui? D'abord pour faire connaissance avec les lieux et puis pour parler aussi d'une belle opération qui est menée conjointement avec le Secours Populaire autour de Noël. Ça, on en parlera tout à l'heure. Il fait vachement meilleur ici. Je pose ma petite tasse et regardez comment on bosse à France Bleu. Ça, c'est le directeur. Vous voyez, il a des journées compliquées. Il est en train de faire mission importante. Mission très importante. Mission primordiale. Alors, on n'a pas eu le temps de le faire jusqu'à présent, donc avec Laurent, on est en train de faire le sapin de Noël bleu. Super. Et pourquoi bleu? Parce que
Parce qu'on n'est pas France Rose. Installé ici depuis quelques jours, 2 jours à peine dans la nuit de 2 mardi à jours, mercredi. ouais, c'est pour ça, il y a eu la grande bascule. Ouais. Et c'est vrai que c'était un moment techniquement assez compliqué, il ne fallait pas se rater. Parce qu'on a fermé l'antenne et il fallait surtout la rouvrir le lendemain à 6h pour la matinale, qui est notre temps fort en radio, quoi. Fermer, c'est toujours plus simple, rouvrir, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Oui. Donc quand on a fait on-off, ça allait, mais remettre sur le on, il y avait malgré tout une petite appréhension. Un petit mot sur les locaux que vous avez quittés. Vous étiez quand même depuis 1982. Bon, ça commence à sentir un peu le vieux. Alors en fait, on devait déménager depuis 84. C'est ce qu'on nous disait. Donc on a été super patients. On a été super patients et c'est vrai que voilà, on a attendu, mais voilà, vous allez voir, ça valait le coup d'attendre. Venez, on va voir Approchez. parce que voilà, là, c'est le cœur de la boutique. Hein. Moi, je me souviens d'une époque à la radio où on était confinés dans une petite pièce. Fallait pas qu'on nous voie, fallait pas qu'on soit perturbé. Alors là, on a tout cassé les codes. Ouais, ça a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un studio en open space avec l'animateur, la journaliste, le réalisateur qui est le technicien. Tout ce beau monde est en même temps. Ça peut échanger, ça peut parler, ça peut proposer. Et puis, vous avez la personne essentielle autrement, c'est évidemment l'accueil. Et l'accueil, il est en visie avec l'animateur, le présentateur de l'émission. Donc, ça donne quelque chose finalement de très, très cohérent, de très moderne. Est-ce que ça veut dire aussi que, du coup, cette envie d'accueillir et d'ouvrir au public, aux auditeurs qui sont votre cœur de métier est très importante? C'est la proximité, c'est le credo de France Bleu depuis la création, depuis des années, c'est de plus en plus. Je crois qu'inconsciemment, dans nos vieux locaux là-bas, on hésitait à recevoir des gens. Inconsciemment, on voyait bien que le bâtiment de l'extérieur, il était très beau, mais l'intérieur, c'était pas top. Donc ici, on va recevoir les gens de la fac, on est en face de la fac, donc c'est vachement bien. Venez voir, Alors venez voir. en face, il y a des gens qui travaillent, et ici aussi, juste pour refermer ce petit plateau avant de se retrouver tout à l'heure et parler de l'opération avec le Secours Populaire. Ah bah voilà, ça y est. La conférence de rédac est finie. Il y a un instant, il y avait une conférence de rédac avec des journalistes qui travaillent, mais regardez, ils sont juste derrière nous. Ça, c'est le plateau de rédaction. C'est beau, donc vous avez l'animation, l'animation ici et les journalistes de l'autre côté. Ok. Et leur sapin de Noël est nettement moins beau que le nôtre. Voilà. Vous leur donnez des petits cours Ouais. On sait tout faire ça va barder chez tout à vous. l'heure. Ça va barder. Bon, on se retrouve tout à l'heure. On va parler de l'opération avec le Secours Populaire qui est mené conjointement avec France Bleu. Brésil. Pas mal. Bon, je vais vous donner 2-3 trucs pour... Ça va. Tout à l'heure. À tout à l'heure, Sylvie Gurvan. Merci beaucoup, Pierrick. On va passer du Finistère au Morbihan avec vous. Vous nous emmenez ce matin dans un paysage féerique, idéal pour les fêtes de fin d'année. Nous partons à Rochefort-en-Terre, un village magnifique, un des plus beaux villages de France, qui se cache, derrière lequel se cache une partie de l'histoire bretonne, en fait. Et oui, Rochefort-en-Terre, ça fait partie de ces villages, vous savez, comme on en voit dans le Lot ou en Dordogne, sur son éperon rocheux, avec tout un village et un château d'origine médiévale. Mais l'histoire est encore plus lointaine là-bas, puisque le château, on dit qu'il a été bâti sur un oppidum gallo-romain. Alors un oppidum. Eh oui, une sorte de château. C'était le nom des châteaux forts à l'époque. Voilà. Et les seigneurs de Rochefort, eux, ils sont connus dès le XIIIe siècle. Ils faisaient partie de l'entourage proche des ducs de Bretagne. Et leur influence s'est encore renforcée lorsqu'ils se sont alliés à la maison de Rieux. Et le château que l'on voit aujourd'hui, le logis seigneurial, alors il date, à l'exception des murailles et des remparts, qui sont 14e siècle, lui, il date en fait d'une reconstruction de 1900 à l'initiative d'un peintre américain qui s'appelait Alfred Klotz, qui avait racheté l'ensemble, qui en a fait un hôpital et une maison de repos à la fin de la guerre 14-18, et qui l'a rétrocédé donc à la mairie de Rochefort il y a quelques années, il y a 4-5 ans, enfin la famille en tout cas, et aujourd'hui ils font des visites, des animations, ils ont permis l'installation d'un musée des arts de l'imaginaire qui s'appelle le Naya Museum. C'est assez rigolo et impressionnant. Ouais. Alors le château, c'est pas le seul édifice datant du Moyen-Âge. Non, il y a aussi une très très belle collégiale avec donc Notre-Dame de la Tronchet, dont la partie la plus ancienne, c'est la tour au milieu du transept, cette grosse tour carrée en fait, qui a été construite il y a plus de 900 ans, en 1125. Et cette collégiale, elle a été fondée par Jean IV de Rieux à la fin du XVe siècle, avec 6 chapelains et un doyen. Et la légende de cette chapelle, c'est surtout le fait qu'on a retrouvé en fait on avait une petite statue qu'on avait mis à l'abri des invasions vikings, qu'on avait cachée dans un tronc d'arbre. On l'a oubliée pendant 200 ans. Et puis le jour où on l'a retrouvée, on a bâti cet édifice.
Alors, pendant la période des fêtes, c'est quand même l'activité maximale à Rochefort-en-Terre, hein, puisque c'est un village qui attire énormément de visiteurs parce qu'ils viennent admirer les illuminations qui sont absolument splendides. Ah oui, alors ça, bien l'avouer. Je rêve d'aller voir ça. Exceptionnel. Ah oui, oui. Il faut qu'on y aille. On va faire un petit bus et on va tous y aller ensemble. Déjà, depuis de nombreuses années, Rochefort-en-Terre fait des animations de Noël. Il y a l'ouverture de toutes les boutiques et toutes les échoppes. Il y a des cadeaux, de l'artisanat d'art, il y a des gourmandises et des spécialités. Il y a un pain d'épices exceptionnel. Il y a un biscuitier chocolatier qui font des choses à tomber par terre. Il y a chez Marie Bougie, on trouve des choses étonnantes. Il y a des peintres, il y a les arts de la table et de la décoration. Et puis, évidemment, il y a ces illuminations depuis 5-6 ans qui prennent une ampleur incroyable. On vient de très loin. C'est une vraie féerie. Oui, c'est parmi les plus belles de France aujourd'hui. Et ça dure jusqu'au 6 janvier. Et ben voilà. Merci beaucoup Pierrick pour ces informations et puis du coup ça nous a tous donné envie d'y aller. Merci beaucoup. Billy. Oui. Oh, c'est bien de vous avoir là avec nous. J'avais envie moi de vous demander quel est votre souvenir le plus riche en émotions depuis que vous faites cette émission avec nous. J'ai fait un petit pense-bête parce qu'on m'avait prévenu qu'on me poserait la question, mais j'ai pas marqué riche en émotions moi sur mon papier. Ah ouais, donc vous êtes tout perturbé là, c'est ça le truc. Non, moi j'ai les meilleurs souvenirs. J'ai passé vraiment 2 saisons superbes grâce à la productrice avec qui je suis tout le temps, tous les jours. Et vraiment, j'ai rencontré des gens, un environnement à chaque fois. Donc des rencontres humaines à chaque fois avec un langage propre, un métier, etc. Donc tout le monde vit les uns à côté des autres, mais tout le monde vit dans son petit moment, dans son petit monde avec son langage. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment d'enfer. Mais le moment le plus sympathique que j'ai passé dans ces 2 ans, c'était le parcours à l'aveugle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année dernière. Si, on se souvient très bien. Et en plus, j'ai terminé avec un fou rire monumental. Et c'était ça. Là, on le voit. 14 mai 2018. Une sensation incroyable. Ah ouais, je me souvenais plus de la date. Ah ouais, pratiquement plus d'1 an. Et c'est vraiment, mais c'est incroyable, quoi. Tu étais vraiment pris dans le truc d'être aveugle, quoi. Tu es aveugle, enfin malvoyant en tout cas, pendant tout ce parcours-là, avec des sensations, et tu te rends compte que la rue de tous les jours, c'était vraiment... Mais sinon, j'ai plein d'autres moments extraordinaires. C'est ce que vous nous aviez dit, en fait. Vous aviez dit, les urbanistes devraient tous venir faire un tour sur ce parcours. Parce qu'ils te mettent à un moment donné des gouttières, des machins, tu sais pas ce que c'est, et tu te prends des trucs dans la tronche. Et vraiment, ils devraient tous venir faire ça, parce que t'es vraiment plongé là-dedans, quoi. Après, j'ai eu plein d'autres moments aussi super sympas, hein. Erwan Leroux sur le bateau. D'abord, on va quand même rester sur celui-là, parce que, justement, le petit fou rire. C'est vrai, on va le voir. On l'a retrouvé. Excellent. Ah, ça doit être la cloche de fin. Donc ça y est, je suis arrivé à terme de ce parcours. C'est vraiment une sensation vraiment incroyable. Sensation, je l'ai dit 42 fois. Et donc du coup, j'en peux plus. Laurence. Alors en fait, merci au Jardin de Brocéliande de m'avoir accueilli ce matin. Laurence vient de quitter le plateau en fait. Merci de m'avoir accueilli ce matin au Jardin de Brocéliande pour... J'allais redire sensation. Alors, donc nous sommes là ici au Jardin. En fait, vous avez été tellement tendu, tellement les nerfs à vif que là... Elle dure 1 heure, donc pendant 1 heure, moi je tournais et on vient me récupérer au fur et à mesure. Et à la fin, j'en peux plus, quoi. Ce qui montre que c'était vraiment un parcours difficile. Non, c'est vrai. Pour les personnes malvoyantes, c'est très compliqué de se déplacer. Et là, au moins, on se rend compte au Jardin de Brocéliande, l'association au quotidien, tu as des marches, des escaliers, tu as vraiment la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. Bon, est-ce qu'il y a quand même quelques autres très beaux souvenirs? Oui, j'ai eu des moments privilégiés. Je me suis retrouvé en pleine mer avec Erwan Leroux à l'entraînement, juste magnifique. On a été manger des huîtres aussi en pleine mer. J'ai fait du saut en parachute. Ça, j'ai eu très peur en saut en parachute, mais aussi l'acrobranche. L'acrobranche, c'était affreux parce que t'avais la productrice qui était en bas qui disait « Mais vas-y, souris !» Bah, souris, t'es juste à 20 mètres de haut, t'es comme ça pendu. Bon, un très beau gosse qui m'accompagnait aussi ce jour-là. J'ai quand même eu beaucoup de chance à chaque fois. Et le truc qui était quand même plus pédagogue, c'était quand on a sauvé les noyés. Enfin, on a appris à comment sauver les noyés. Sauver les noyés, non, mais... une fois qu'ils sont noyés, il faut les aider quand même, il faut les sauver un peu. Et là aussi, il y avait un super beau gosse. Enfin, j'ai eu pendant... Ça va, vous avez été gâtés. Ah ouais, pendant 2 ans, franchement, j'ai passé des moments incroyables. Donc un grand merci à Marguerite. Elle saura se reconnaître. Elle saura se reconnaître. Ouais, et vous nous avez gâtés aussi parce que ça a toujours été des bons moments. Quand on vous retrouvait, même loin, on était toujours très contents. Voilà. C'est vrai, partagé en tout cas. Merci beaucoup pour tout ça. On va maintenant retrouver Sylvie à Quimper, justement. Alors, elle va jouer les Mères Noël ce matin avec nous. Sylvie. C'est pas la bonne. Hein. Ah. Sylvie. Sylvie, t'as pas mis son oreillette. Si, Sylvie, elle est là. Elle nous entend.
Mais oui, on est là, on avait juste un petit problème qu'on appelle de retour chez nous dans notre petit jargon, pour vous entendre me dire c'est à vous Sylvie. Donc voilà, on est toujours donc à France Bleu Brésil dans leurs nouveaux beaux locaux. Je suis avec Jérôme Guillon, qui est responsable des animateurs, des programmes, on peut dire ça comme ça? C'est exactement le titre, des programmes. Voilà. Et à vos côtés, Martine Eliès, qui a une belle responsabilité aussi, puisque vous êtes présidente du Secours Populaire. Et c'est un moment important dans l'année, Noël, pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité d'entre nous. Et il ne faudrait pas qu'on en oublie quelques-uns, qu'on les laisse sur le côté. Vous allez nous expliquer comment ça va se passer. Pourquoi, vous allez me dire, on parle de ça à France Bleu? Eh ben, en fait, c'est Jérôme qui va nous le raconter, parce que c'est un partenariat sur lequel vous avez souhaité vous investir depuis quelques temps maintenant. Voilà, depuis 2 ans, c'est la 2e année. On réitère cette année cette belle opération et on y tient vraiment, quoi. C'est vraiment un joli partenariat avec le Secours Populaire. C'est une opération solidaire. L'idée, c'est d'inviter nos auditeurs à venir déposer un jouet demain, samedi, de 10h à 17h. Donc tout au long de la journée, nos auditeurs vont pouvoir, et ça commence déjà, puisque vous le voyez sur l'écran, nos auditeurs vont pouvoir déposer des jouets au profit des enfants du Secours Populaire. Voilà. Et vous leur offrez aussi une forme de remerciement à ces heureux et joyeux, généreux donateurs, voilà, en leur proposant une visite. Il y a un très bon prétexte à cette opération, c'est de faire découvrir à tous nos auditeurs des Côtes d'Armor, du Morbihan et bien entendu du Finistère. Demain, on compte sur nos auditeurs pour venir découvrir les studios, rencontrer l'équipe. Voilà, vous pourrez mettre un visage sur le nom de certains animateurs que vous avez l'habitude d'entendre sur notre antenne. Et puis, on organisera des petits ateliers pour découvrir comment on fait un montage, comment on réalise un reportage. Voilà, c'est vraiment une découverte de tous les métiers, les journalistes, les techniciens, nos chargés d'accueil qui sont également ici pour vous accueillir tous les jours. Et puis, les animateurs. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, je ne connais pas bien l'organigramme de chez vous, mais en tout cas, vous avez cité plein de monde. Martine, vous êtes présidente des Secours Populaires du Finistère. C'est une opération qui existe depuis les années 70. Cette opération, je crois vous l'appelez Père Noël Vert. Et ce Père Noël Vert fait en sorte que le Père Noël Rouge ait des cadeaux à déposer au pied du sapin. Tout à fait, vous avez tout dit. C'est une opération qui existe depuis 1976. Donc les Pères Noël Verts ont 42 ans. Et c'est une opération qui consiste à collecter. Le Père Noël est vert, couleur de l'espérance, parce que c'est lui qui collecte pour aider le Père Noël rouge, le vrai, à passer dans tous les foyers. Et donc le Secours Populaire collecte des jouets neufs pour les remettre aux parents. Pour que les parents puissent eux-mêmes offrir un Noël à leurs enfants. Et ça, c'est extrêmement important. Ouais, ça, je trouve que c'est vraiment l'aspect le plus sensitif de cette opération. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la place des parents. Ce sont toujours les parents qui vont offrir les cadeaux à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui a du sens, qui fait sens. C'est quelque chose qui a du sens, effectivement. Alors, on pourrait se faire plaisir, organiser des arbres de Noël. Estampiller Secours Populaire, voilà, mais vous êtes complètement transparent. Et voilà, et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de permettre aux parents de pouvoir offrir Noël à leurs enfants. On sait que c'est difficile déjà tout au long de l'année. Ce sont les familles que le Secours Populaire rencontre dans ses permanences d'accueil sur le plan alimentaire déjà, la première urgence. Donc on sait qu'à cette période de Noël, c'est encore plus difficile. Et on organise ça sous forme de libre service. C'est-à-dire que les parents viennent choisir le jouet parmi tous ceux qu'on a pu collecter qu'ils vont offrir eux-mêmes à leurs enfants. Alors, c'est une question toute bête et sans doute naïve, mais de quoi avez-vous le plus besoin rapidement? J'imagine les peluches, ça vient beaucoup. Voilà, alors la peluche est le cadeau coup de cœur, mais effectivement... Il n'y a pas que des bébés. Mais voilà, effectivement, on est souvent débordé de peluches. Par contre, il manque tous les jouets à partir de 6 ans, j'ai envie de dire. Les poupées pour les petites filles, tout ce qui est jeux pour les garçons et les jeux de société pour les plus grands. Donc, si les donateurs peuvent axer leurs dons sur ce type de jouets, voilà, c'est pas plus mal. Mais bon, si c'est des peluches... Vous prenez quand même. On prend quand même. Merci à vous, Martine. Merci, Jérôme. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est demain. Rendez-vous ici à France Bleu Brésil. C'est boulevard... Au 155 boulevard de Crèche-Gwen à Quimper. À partir de 10h jusqu'à 17h. Voilà, moi je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Voilà, passez un très joyeux Noël. Ciao. Ciao. Ciao, merci beaucoup à tous. Et puis on n'oublie pas Noël solidaire, c'est très important. Puisqu'on parlait de jouets à l'instant justement avec Sylvie, eh bien on va y revenir avec vous, mais en mode machine à remonter le temps. 1965, Christelle ? C'est ça.
En fait, on remonte dans un magasin, un grand magasin, pour découvrir quels étaient les jouets en 1965. Et on a de belles surprises parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui a changé au fil du temps. On va voir ça. Allez, on regarde ça tout de suite. Une archive de 1965. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. La fête de Noël approche, grands et petits y pensent déjà beaucoup. Aussi sera-t-elle le thème de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous proposons une avant-fête par la parole, l'image et le rêve. Bonjour monsieur. J'aimerais que vous me présentiez, en ce qui concerne votre stand en particulier, quelques fabrications nouvelles, quelques jouets nouveaux qui n'existaient pas l'an dernier. Est-ce que vous avez ça? Le petit chien. Comment ça marche ça? Avec 2 piles, monsieur. Vous voyez? Il fonctionne avec 2 piles seulement. Bon, pour le faire actionner, il suffit d'appuyer sur un petit bouton. Voici. Alors, il aboie. Il chante? Il aboie, oui. Il remue les oreilles, il remue la queue. Et ensuite, il marche en lui appuyant simplement sur la tête. Ah, bonjour madame. Ceci est évidemment une belle chose. Je vois qu'on a pensé au tiercé. Mais oui monsieur, c'est tout à fait d'actualité. En ce moment-ci, tout le monde fait son tiercé chaque dimanche. Et certainement, c'est un jeu qui peut intéresser tout le monde. Bon, même les grandes personnes. Surtout les grandes personnes peut-être. C'est un jeu de société. Qu'est-ce que vous nous proposez? Des petits soldats américains articulés. J'en vois 2 là qui ont certainement passé une bonne soirée. Hein? Oui, je Vous crois. voyez pas? Alors comment ça marche, ces petits soldats américains? Alors ils ont 21 articulations et on peut les mettre dans toutes les positions. Ah, ils perdent leur chapeau. Attendez, bougez pas. Vous introduisez votre gâteau qui est prêt dans la cuisinière, vous voyez, comme ceci. C'est un vrai gâteau, oui, oui, oui. Alors vous l'introduisez comme ceci. L'enfant ne risque pas de se brûler. Vous voyez, parce que lorsque le gâteau demande environ 9 minutes de cuisson. Alors lorsqu'il est cuit, il suffit de prendre un autre plat, de pousser, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, le gâteau sort comme ceci. Donc l'enfant n'a pas à se brûler lorsque le plat sort. Et je voudrais, si vous voulez, en matière de conclusion, que vous me disiez si vous avez assisté à une évolution dans la vente du jouet depuis quelques années. Vous avez, par exemple, dans les poupées, des poupées qui sont très solides, étant en matière plastique souple, des poupées qui parlent, qui... Nous les avons vues. Oui, qui font des jolies petites phrases. Alors la maman qui en a la possession, on est très heureuse. Oh, il y a des sacrées trouvailles quand même. Hein. Eh oui. Mais alors, est-ce que vous savez, j'ai une question, pour vous, quel est le jouet qui a traversé le temps? Ouais, la poupée, ouais. Petit train. Alors, vous n'êtes pas loin, parce que la poupée, les pharaons avaient déjà, les enfants de pharaons, les petites filles jouaient avec des poupées. Mais il y a la toupie. Ah, la toupie qui a été créée en Chine il y a 3000 ans et qui est toujours d'actualité, en fait, en bois, en plastique, dans tous les domaines. Voilà. Donc, on voit que les jouets on aperçoit, en fait, certains sont encore d'actualité, même s'ils ont un petit peu évolué. Les matériaux ont changé, mais voilà. Oui, au musée, on a un petit... justement, dans les réserves, on a un petit cochon sur roulette qui date de l'époque romaine. Ah bah comme quoi, vous voyez. Ah ouais. Alors le mot jouet, est-ce que vous savez quand il a été créé ce mot jouet? Aucune idée. Non. 14e siècle, donc on a utilisé le mot jouet pour parler de stimuler un petit peu l'imagination des enfants, se défouler, voilà, donc ça c'était... Et enfin, je vous voyais réagir sur G.I. Joe, en fait. Alors G.I. Joe, c'est les années 60, parce qu'effectivement, après les guerres successives, on a eu envie de représenter ces soldats, ces héros. Donc les G.I. Joe des années 65, on les voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les magasins de jouets. Donc voilà, on se rend compte que finalement, il y a eu une évolution des matériaux. On est passé beaucoup plus au plastique, même si avant il y avait du plastique, mais des matériaux plus légers qui font que le coût des jouets aussi est beaucoup moins élevé et donc plus accessible à un plus grand nombre, même s'il y a toujours des enfants qui n'ont pas beaucoup de jouets. Et donc effectivement, la collecte de France Bleu Brésil est
essentiel. Essentiel, voilà. Essentiel. Et puis il y a des grands enfants aussi qui aiment les jouets, toujours. Exactement. J'en connais un, là, vous voyez, qui a l'air assez concerné. François, vous êtes venu avec une image. Oui, je suis une venu image avec... mystérieuse. Enfin, mystérieux, oui et non, parce qu'en fait, c'est le chef-d'œuvre du musée des Beaux-Arts de Rennes. Le tableau star du musée des Beaux-Arts, mais dont les origines restent mystérieuses. Voilà, alors c'est vraiment le paradoxe, parce que c'est quand même le tableau qui est le plus admiré, on pourrait dire, un des 10 plus beaux de toute l'histoire de la peinture occidentale, et c'est vrai. Et en même temps, on ne sait pas d'où il vient. Il était à Rennes. Donc en fait, j'ai l'air d'être déguisé en Père Noël, mais moi j'attends des auditrices et des auditeurs qui puissent m'aider, voilà, et qui puissent me dire si jamais ils ont une piste dans un grenier, une archive, quelque chose qui puisse nous dire de quelle famille provient ce tableau. Car ce tableau, en 1794, était dans une famille rennaise, et dans les manuscrits, dans les archives, c'est marqué « autres immigrés », et on ne sait pas de qui il s'agit. Alors on est allé en batterie de conservateurs depuis des années, fouiller les archives, on n'a jamais rien trouvé. Donc ce n'est pas de la collection de Robien. C'était dans un autre hôtel particulier, et on ne sait pas lequel. Donc voilà, si jamais vous avez des idées... Donc le nouveau-né de Georges de la Tour, si vous 1745, un des plus beaux tableaux du monde, est pour le moment sans provenance, mais il était rennais. Donc c'est un tableau qui était à Rennes, c'est un tableau intact qui n'a jamais été restauré. Donc c'est un sublime chef-d'œuvre, et donc ça vaut quand même la peine de savoir comment est-ce qu'il est arrivé en Bretagne, puisqu'en fait Georges de la Tour est plutôt lorrain, donc il y a quand même plein de mystères à lever. Donc merci si vous avez une piste. Le milieu rennais étant de tradition un peu conservateur sur le patrimoine, il se peut que dans des greniers vous retrouviez, ou dans des liasses, une information qui nous serait très utile. Et ça nous ferait un très très beau cadeau de Noël, enfin, surtout pour François Coulon, parce que là pour le coup vous seriez bien content de savoir. C'est vraiment un scoop. Merci François. Vous connaissiez ce tableau du musée des Beaux-Arts de Rennes, les uns les autres? Non, moi je l'ai découvert ce matin en discutant avec François, et j'étais assez étonné qu'il soit à Rennes, d'un tableau d'une si grande valeur. Et assez stupéfait. Parce quand on regarde le tableau, on a l'impression que c'est limite une impression numérique. Tellement il y a un tel réalisme. Donc voilà. Oui, c'est une œuvre vraiment parfaite. Il faut venir, revenir. Il faut venir le voir, effectivement, parce qu'il est vraiment somptueux. Vraiment, vraiment somptueux. Virginie, on va s'intéresser avec vous aux sauveurs de sapins. Aux sauveurs de sapins. Vous nous en avez bouché un coin, on ne savait même pas que ça existait. C'est Noël dans les maisons, évidemment. Donc les sapins ont pris place un peu partout. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que les arbres sont déjà impactés par le réchauffement climatique, et qu'en France, des forestiers organisent donc une migration pour les sauver. Alors là, incroyable. Voilà, donc le réchauffement climatique s'est accéléré, et on sait déjà que les chênes, les hêtres et les sapins sont menacés par le réchauffement climatique. Et des forestiers de l'Office national des forêts, l'ONF, ont organisé une migration assistée pour sauver ces variétés, ces espèces dans les années à venir. Alors pourquoi précisément organiser une telle migration, et comment ça va se passer? Alors puisque le réchauffement climatique est déjà à l'œuvre, les forêts françaises en fait souffrent surtout dans le sud, puisqu'il y a une hausse des températures, un manque de pluie et l'apparition de nouveaux parasites. Les forêts en France, c'est évidemment très important, puisqu'elles captent 70 millions de tonnes de CO2 pour renouveler notre air. Comme ils se sont aperçus que ces sapins souffraient, ils ont décidé de les faire migrer vers le nord. Donc, ils ont cueilli des graines dans ces forêts. Ils se sont intéressés donc à 3 espèces. Le chêne Cécile, qui est un chêne, une variété qui est très répandue en France, le sapin et le hêtre. Donc, une fois qu'ils ont ramassé ces graines, ils ont vérifié qu'elles étaient fertiles, qu'à l'intérieur, il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de verre, qu'elles n'étaient pas vides. Il faut savoir que quand on fait une collecte de graines dans une forêt, 12% seulement de ces graines vont pouvoir derrière donner naissance à un nouvel arbre. Donc ils les ont collectées, ils les ont fait remonter et ils vont les emmener dans des forêts qui se trouvent en Bretagne, en Lorraine et également dans le Jura, puisque dans ces régions, le réchauffement climatique va mettre plus de temps à arriver. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on laisse dans le pire des scénarios, on aura environ 4 degrés de plus en 2100 en France, ce qui veut dire que pour ces variétés, on ne les trouvera plus que sur le pourtour de la côte bretonne, la côte normande et en Lorraine. Donc il y avait un petit peu urgence à commencer à les déplacer. Voilà. Et alors, la raison pour laquelle il était important de les aider à migrer, c'est qu'il y a l'urbanisation en France qui s'est accélérée. Autrefois, un arbre était capable de parcourir
400 mètres par an pour remonter, se déplacer. Voilà, les forêts se déplacent, elles sont vivantes. Alors comment ça, un arbre est capable de parcourir 4 c'est-à-dire par le pollen. Les abeilles, voilà, les fleurs se déplacent, les fruits tombent dans le sol. Voilà, ils ne se déplacent pas tout seuls. La nature les aide. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 30 mètres. Ces arbres ne sont plus capables de se déplacer que de 30 mètres par année. Donc, il y avait vraiment, là aussi, les forestiers de l'ONF avaient toute légitimité, en tous les cas, essayer d'intervenir pour sauver leur existence. Donc, on les replante, tout simplement? Alors, avant de les replanter, ce que je disais, donc on vérifie que la graine est correcte. Alors, c'est un tout petit peu différent pour les sapins. Je n'entrerai pas dans le détail parce que c'est vraiment particulier. Là, on va prendre les graines du hêtre et du chêne, on les met dans des bacs, on essaie de reproduire un substrat qui ressemble à celui de la forêt. On va mettre de la tourbe brune, de la tourbe blanche, de l'écorce de pin, et on les emmène dans 3 nurseries. Il y en a une qui est en Loire-Atlantique, qui se trouve à Guéméné-Pinfo, et à côté d'une commune qui s'appelle Abaret. Donc on fait grandir ces arbres, et lorsqu'ils atteignent, ils restent à peu près 4 ans, voilà, et lorsqu'ils atteignent environ entre 20 cm et 1 mètre, on va vraiment, des camions viennent les chercher et viennent les déplacer dans des forêts. Donc on le disait, en Bretagne, en Lorraine et dans le Jura, il y a eu 32 000 arbres qui ont été déplacés depuis 2013, depuis le début de l'opération. Parfait. Écoutez, on ne savait pas tout ça. C'était formidable. Comment ces arbres peuvent-ils aider les espèces de Bretagne ou du Jura? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ces arbres, en fait, qui sont des arbres déplacés, arrivent dans un climat qui n'est pas le leur, donc on a tout mis en place pour qu'une fois qu'ils continuent à pousser, tout se passe bien pour eux. D'ici 20 ans, donc, pour les hêtres et pour les chênes, ils vont fleurir pour la première fois. Après les fleurs, nous avons les fruits. Donc voilà, pour le hêtre, la faine, pour le chêne, le gland, qui vont tomber dans le sol et ils vont donner naissance, puisqu'il y aura eu pollinisation, ce fruit-là qui tombe, c'est la rencontre entre 2 arbres. Et ce qui va faire des arbres métis. Et grâce au patrimoine, aux attributs génétiques qu'ils ont récupérés de leurs ascendants du Sud, qui eux venaient de régions qui avaient déjà commencé à mieux vivre avec moins de pluie, plus de chaleur, ils vont pouvoir mieux accepter la hausse des températures et le manque d'eau qui est à venir dans nos régions. Mais c'est formidable, ça. C'est formidable. C'est l'Office national des forêts. Ils font leur métier avec passion. Ils s'intéressent. Il y a aussi. On parle de sapins. Alors c'est une première. C'est une première et c'est une première étape en France en tous les cas pour garantir la longévité de cette ressource. Et puis pour les sapins, juste le petit mot, c'est que ça aide aussi beaucoup les forestiers qui les élèvent. Et puis pour continuer, éventuellement pour ceux qui le souhaitent, avoir un sapin chez soi quand on ne prend pas un sapin en papier recyclé, par exemple. Voilà, il pourra toujours y avoir des sapins demain qui capteront pendant une partie de leur vie du CO2 et puis qui feront le bonheur des familles pendant quelques semaines à Noël. Incroyable. Voilà. Merci Virginie pour ces explications et on retrouve le détail dans le magazine Sans Transition. Sans Transition, voilà. Le dernier est sorti. Le dernier et voilà. Ouais, oui. Peut-être une idée de cadeau de Noël, un abonnement, un petit abonnement, presse, voilà. Très sympa. Vous connaissiez cette initiative les uns les autres? Pas du tout. Non. Voilà, vous voyez, on a encore appris quelque chose ce matin grâce à vous. Merci beaucoup. Sébastien, on va s'intéresser au job de Noël. Alors attention. Job de Noël, donc j'ai arboré mon plus beau pull ce matin. Non, je crois que c'est vous qui avez la panne. C'est vous qui avez le plus beau, je crois, franchement. Alors, j'ai déniché 7 idées de job pour Noël, donc pour par exemple des étudiants. Donc une des premières, c'est de vendre des sapins de Noël, donc assez simple, mais il faut savoir qu'il y a énormément de fleuristes, de magasins Monceau par exemple, Monceau Fleurs, qui cherchent des jeunes, des CDD pendant un mois donc là il faut peut-être un peu s'activer parce qu'on a déjà commencé, mais il faut savoir que ça existe, donc il faut être robuste, être capable de porter des sapins d'un point A à un point B, et puis avoir une aisance à l'oral forcément avec la clientèle. Vous avez aussi joué le Père Noël. Le les enfants. Et ce fameux Père Noël, il suffit d'aller sur le web, vous tapez CDD Père Noël, il y a énormément de boîtes, d'agences d'intérim qui proposent et qui recherchent des Pères Noël. Aujourd'hui, c'est à peu près entre 120 et 130 € la journée. Donc, si vous avez envie de vivre un moment assez sympa, n'hésitez pas. Emballer les jouets aussi dans les magasins. Oui, on recherche de la main-d'œuvre, paquet. Donc là, il faut avoir une aisance manuelle et être capable d'emballer et de parler en même temps.
Sacré défi. Sans faire de... Et de sourire. C'est ça, et sourire. Et on parle en même temps. Donc, c'est rémunéré combien? Alors à peu près entre 10 et 12 euros de l'heure. D'accord. Donc vous vous présentez dans des magasins, on cherche. Moins connu, accompagner les enfants dans les TGV. Parce que est-ce que vous savez que chaque année, il y a à peu près 250 000 enfants qui voyagent seuls et la plupart du temps, c'est pendant cette période de Noël. Donc si vous avez un BAFA, vous avez un service qui s'appelle Junior et compagnie à la SNCF, eh ben, vous postulez et vous allez accompagner des jeunes justement sur ce TGV. Babysitter, les soirs de réveillon. Ah, ça c'est bien. Écoutez, le bon plan. Alors le bon plan, vous êtes étudiant, vous faites la fête toute l'année. Donc une fois de moins, le 31. Vous récupérez plus tard. Exactement, vous pouvez être payé double. Parce que forcément, c'est compliqué. Généralement, sa babysitter ou son babysitter, on a du mal à l'avoir pour cette fameuse soirée. Donc, il y a des structures de garde d'enfants qui proposent justement de doubler. On est à 120 € la soirée, c'est entre 8h et 3h du matin. Entre 20h et 3h du matin, 120 €. Voilà. Pas mal, hein? Une autre idée de job, répondre au courrier du Père Noël. Ah, ça c'est mon rêve. Eh oui, le Père Noël reçoit en moyenne chaque année 1,2 million de courriers d'enfants. Incroyable. Et il souhaite y répondre. Et donc pour y répondre, il a besoin d'une 60aine de lutins postiers. Donc non, regardez, François, il est prêt, il a mis son bonnet de lutin. Exactement. 1 million de lettres. Et son secrétariat, il a décidé de le poser à Libourne, dans le sud-ouest. Et vous pouvez tout simplement contacter le service client courrier de la Poste à Libourne et aller postuler et jouer au petit lutin. 7e et dernière, cela je l'adore, c'est un poste spécial pour Billy. Je le dis tout de suite, c'est un tour opérateur qui s'appelle Lapland Safari qui recrute des elfes de Noël. Je le vois bien, elfe. Alors, ça se passe en Laponie, donc c'est à 9 km de Rovaniemi, en plein cercle polaire arctique, et il faut être capable de porter un collant vert, un bonnet rouge. Ça, il n'y aura aucun problème, je pense que c'est pas tout. Un pompon blanc, les joues un peu rosées, et d'accompagner le Père Noël dans son village magique. Voilà. Donc vous postulez en direct sur le site du tour opérateur, Lapland Safari. Il recrute, c'est en ce moment. Il faut y aller. Bah c'est parfait, on peut l'inscrire sans lui dire. On va faire ça. Beau cadeau de Noël. C'est super, merci Sébastien. De rien. C'est vachement ça. Et ben si on demandait justement à notre elfe et à Catherine de nous rejoindre pour le débriefing de la dernière émission de 9h50 le matin. On lui a sucré du temps toute la saison, donc cette année je suis là pour faire respecter le temps. Ok, ça marche. Allez, bon, Catherine. Oui, merci. Merci. Et dans l'ordre, merci à Gwendoline, parce que c'est assez de familiariser les enfants à des personnes âgées, à des vieux monsieur qui leur promettent des cadeaux en l'échange de s'asseoir sur leurs genoux. C'est dangereux, n'habituons pas nos enfants à ça. Donc merci de mettre fin à ce mythe dangereux. Merci également à Billy pour cette faute tragique à 9h54, après 4 minutes seulement d'émission. Un premier tacle à la productrice, Billy. Personne n'avait osé le faire. Heureusement que vous êtes là. Je suis là pour ça. Voilà, merci. Je suis la parole des gens carton jaune. Opprimés. Attention, quand même. Merci à Justine d'avoir décomplexé complètement toute l'équipe autour de ces merveilleux pulls de Noël. Là, on voit tout le monde à jouer le jeu, c'est magnifique. J'invite tout le monde à en porter chez soi aussi. Vous êtes beaux, vous êtes tous beaux, c'est superbe. Merci à Sylvie Denis qui nous dit que des locaux qui datent de 1982 sentent le vieux. Deuxième faux pas, Sylvie, attention, qui est né après 1982 ici? Ok, après 1900. Qui est né avant 1982? Ah, mais c'est pas pareil. Donc tout ça, ça sent le vieux aussi. Et peut-être idée reconversion pour les personnes qui ont un physique de radio avec France Bleu. Voilà, suggestion de la productrice, peut-être pour Billy. Voilà. Merci à Pierrick qui nous envoie balader depuis des mois et des mois maintenant, au froid certes. Alors, bonne adresse d'aller à Rochefort-en-Terre, surtout si vous n'êtes pas entouré de lumière. Voilà, c'est le cas de Laurence actuellement. N'hésitez pas à aller à Rochefort-en-Terre. Merci à Christelle avec ses idées. Oh mince! J'ai le temps? Ouais. Bah oui. C'est bon. On t'a sucré du temps toute l'année, c'est bon. Sucré, tu veux dire que j'en ai pris aux autres aussi.
Merci à Christelle qui nous rappelle ces vieux jouets d'antan. Et puis ça nous propose une petite pause musicale. Ah ouais. Je cautionne pas ça par contre. Donc, sois bien d'accord. J'ai le temps, je m'en fous, je le prends. Et on est bien en direct. Non mais... De rien. Merci. Merci Christelle pour ces flashbacks. Merci à François Coulon qui nous montre tout le temps qu'on a des trésors près de chez nous. Et notamment ce nouveau-né splendide. Voilà, c'est à Rennes. Voilà, c'est un peu comme vous, Laurence, vous avez des trésors près de chez vous. Merci à Virginie qui nous redonne ce sens de l'expression. Ça sent le sapin. Oui. Avec le réchauffement climatique, on sait ce que veut dire ça sent le sapin. Merci à Sébastien. On l'appelle le passage clouté dans la profession. Tellement il trouve des emplois. Merci à tous. Merci à Magali, à Vanessa, à toi Laurence bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et alors, ouais. Ça m'appelle une petite chanson ça. Merci. Ouais. Qui était à l'Eurovision. On devait pas être nuls. Non, c'est récent, c'est l'année dernière. Voilà, Billy, t'avais peut-être un petit message. Ah non, tu t'es juste Marguerite. Ah bah voilà, gros plan. Hop, là, voilà. Je t'aime, Marguerite. Voilà, un petit coucou à Marguerite donc. Bah, regardez-moi cette belle famille. Moi, j'avais envie de tous vous dire merci parce que ça a été un bonheur d'être accompagnée aussi bien, avec autant de talent. Voilà, c'est fini. Malheureusement, une page se tourne. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette belle aventure de 9h50 le matin. Merci pour votre fidélité à vous, téléspectateurs. Toute la semaine prochaine, vous retrouverez chaque jour à 9h50 un best-of de votre matinale. On avait envie de remercier un peu tout le monde parce que voilà, c'est l'occasion. Moi aussi, on m'a piqué du temps toute l'année. Alors moi, c'est pareil, je le prends ce matin. Je tenais à remercier infiniment à toutes les équipes de France 3 Bretagne sans qui cette émission quotidienne n'aurait pas pu se faire. Je pense en particulier à Magali et à Vanessa qui sont mes chères coéquipières et mes chers amis. Vanessa, je l'adore. Aussi, tout le monde adore. Magali aussi, pareil. Bien entendu, on remercie également les scripts. Rebecca, Rosen, les deux Isabelle, magicienne du timing, à qui je donne parfois quelques petites frayeurs, mais j'ai pas l'impression qu'elle m'en veuille trop. Merci aussi à l'équipe de la vidéothèque Colette, Alain, Véronique, Tania, Patricia, Catel. Merci à Cilia, Catherine et Patrice au maquillage. Merci à tous les monteurs qui collaborent tous les jours à cette émission, sans que vous le sachiez. Merci à Émilie, Benoît, Thierry et Stéphane au web, Antoinette à la palette graphique. Merci aux équipes de la rédaction et de l'antenne. Et puis bien sûr, toutes les équipes techniques en plateau. On va citer tout le monde, sous l'égide d'Éric et Eric. À la lumière, Michel et Philippe. Au son, Martial, Philippe, Ludovic, Jean, Gwendal, Jeff, Vincent et Hervé. À l'image, Clément, Florence, Aurore, Patrick, Olivier. Vous pouvez faire du bruit en attendant. On aurait fait de prendre le calendrier. En régie, merci à Guillaume, Bruno, Florence, Jean-Michel, Dimitri, Anthony et Pierre-Yves. Sans oublier Thierry, Bruno, Nathalie, Floris et Fabrice. Et puis bien entendu, un grand merci également à Laurent et à Jean-Michel, à la direction, pour leur confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous? On va vous souhaiter belle fête de fin d'année. Pour vous donner un petit aperçu de la suite, parce que quand même l'aventure ne s'arrête pas là, on va continuer avec vous tous. C'est ça la bonne nouvelle aussi. On se retrouvera à la rentrée. Mais ouais, même vous. Ouais. On se retrouvera le lundi 7 janvier à 10h50. On prend une heure un petit peu plus tard, donc pour 52 minutes, toujours au plus près de vous et de vos préoccupations, avec une nouvelle émission quotidienne intitulée Ensemble, c'est mieux, un programme anglais sur la solidarité et le vivre ensemble, avec pour ambition de vous apporter des réponses très concrètes et pratiques sur les thématiques de la vie quotidienne et des projets collectifs. Ça y est, j'ai tout dit. Et bien maintenant, on va pouvoir s'en rentrer. Il sera rentré de Laponie. Merci à tous, venez nous rejoindre. Eh ben, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Kenavo, et restez fidèles à votre émission. Merci, ciao. Merci à tous. Normalement, je me suis Maintenant.